Et sans plus attendre, il est temps maintenant d'entrer dans les mots-clés que nous avons évoqués avec Jean et Laurent. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir avec nous une grande témoin. Et je demande à Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe 1 du GIEC depuis octobre 2015, membre du Haut Conseil pour le climat, et donc grande témoin de cette journée météo-climat, de venir sur scène. Alors, je sais qu'il y a quelques images. Avec vous, Valérie, nous allons voir les coulisses, ce que c'est la préparation de ce rapport. Nous allons voir les quelques messages clés, les quelques enseignements scientifiques également. Et c'est parti. Oui, donc bonjour et merci beaucoup pour cette invitation à parcourir assez brièvement certains des aspects de la préparation de ce 6e rapport du GIEC. Alors j'aime bien utiliser cette diapo qui est une représentation presque artistique de l'évolution de la température à ce jour, 1,1 degré sur la dernière décennie par rapport à la fin du 19e siècle, et puis 5 scénarios illustratifs et notre meilleure estimation de la réponse du climat pour ces 5 scénarios. Au milieu, les politiques publiques actuelles et leurs implications, et puis en bas, des scénarios avec une montée en puissance de l'action pour le climat. En filigrane, le fait que le réchauffement va se poursuivre pendant quelques décennies, et donc les connaissances sur les évolutions à venir, elles sont critiques pour pouvoir anticiper et s'y préparer. Et puis, il tient à nous de déployer les solutions qui existent pour aller plus loin que les politiques actuelles qui ont déjà porté des fruits et construire une décarbonation de nos sociétés de sorte à pouvoir limiter le réchauffement en quelques décennies. Alors, ce 6e cycle d'évaluation, il a été particulièrement dense. 3 rapports spéciaux en 2018-2019, le rapport sur les guides méthodologiques pour les inventaires d'émissions également en 2019, et puis les 3 rapports complets de 2021 et 2022. Le rapport sur 1,5 degré, il avait montré à quel point chaque demi-degré compte sur les caractéristiques climatiques, les impacts et les risques, supplémentaires ou évités. Il avait montré à quel point la marge de manœuvre qui restait pour pouvoir limiter le réchauffement à un niveau proche d'1,5 degré était étroite, donc chaque année compte par rapport à engager des transformations structurelles. Et puis à quel point soutenabilité et action pour le climat peuvent aller de pair si chaque choix est fait de sorte à optimiser les co-bénéfices de l'action pour le climat. Le rapport sur l'océan et la cryosphère avait montré les effets en cascade. L'océan, la cryosphère prenant de plein fouet les conséquences d'un climat qui se réchauffe, donc les effets physiques, chimiques, biologiques sur les écosystèmes et les sociétés qui en dépendent, avec parfois des effets à très long terme pour lesquels l'adaptation, la gestion de risques seront indispensables. Et puis le changement sur les terres avait montré que les terres émergées, c'est une ressource critique, sous pression croissante. C'est le premier rapport qui a dressé finalement les 3 grandes conventions, climat, biodiversité, désertification, en montrant qu'il existe des leviers d'action structurants dans l'ensemble du système alimentaire et de l'utilisation des terres qui peuvent permettre de les adresser, mais que ce secteur ne peut pas se substituer à une action résolue du côté des énergies fossiles qui est indispensable. Donc maintenant, je vais passer sur le volet des rapports spéciaux, en soulignant que tout au début de ce cycle, le premier atelier de travail a porté sur une réflexion sur la communication. Au-delà de cela, donc, les équipes d'appui du GIEC ont notamment fourni en fait un guide pour les scientifiques qui rédigent les rapports sur des principes de communication effectifs, et puis ont aussi repris le témoignage de scientifiques qui, dans différents contextes, dans différentes régions du monde, ont créé des ponts avec la société, avec un retour sur leur expérience sous forme d'études de cas. Et puis le GIEC a aussi lancé des ponts avec d'autres, on va dire, communautés scientifiques, notamment par un atelier commun GIEC-IPBES qui a irrigué en fait sous l'angle climat, biodiversité, une partie de la préparation des rapports de la R6. Et puis plus récemment un atelier sous les aspects culture, patrimoine, héritage et changement climatique, compte tenu finalement de la question posée sur même nos valeurs, pour mieux intégrer les différentes formes de connaissances dans l'action pour le climat. Alors, les 3 rapports 2021-2022 sur la partie physique du climat, sur la partie impact, risque, levier d'action en termes d'adaptation et levier d'action
pour construire un développement soutenable en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est une masse de travail colossale qui est une co-construction, c'est-à-dire qu'on écoute les attentes exprimées par les différents gouvernements, les organisations observatrices du GIEC au départ. Ensuite, il y a un engagement incroyable de la communauté scientifique, d'abord à travers le foisonnement de connaissances nouvelles, puis par le travail des auteurs, des contributeurs pour évaluer les éléments probants de cette masse de publications, et puis enfin le travail de milliers d'eurolecteurs, donc volontaires, qui participent finalement à renforcer la rigueur, la pertinence, la qualité de l'évaluation à travers ces plusieurs étapes de relecture. Et enfin, les résumés pour décideurs, qui sont une distillation en une trentaine de pages, des 3000 pages de chaque rapport, constituent un socle scientifique commun qui est reconnu par tous les gouvernements. Et je vous invite à aller regarder les comptes rendus des sessions d'approbation. Par exemple, pour la physique du climat, un des points délicats, c'était la prise en compte des différents types de sécheresses qui concernent différentes régions du monde, et pas seulement les sécheresses au sens agricole. Pour la partie du groupe 2 du GIEC, en fait, il y avait vraiment chaque pays qui souhaitait avoir une évaluation détaillée des impacts et des options d'action d'adaptation pertinentes pour chaque contexte. Une gravité dans cette approbation qui était particulièrement nette. La plus délicate a été l'approbation du rapport du groupe 3 du GIEC qui porte sur les options d'action en termes d'atténuation, une approbation qui s'est finie 3 jours plus tard que prévu, et un résumé pour décideurs qui est du coup plus long, plus difficile à lire, et donc si vous souhaitez avoir une information aussi qui est celle que les auteurs voulaient directement communiquer, un conseil, c'est également d'aller regarder les résumés techniques plus détaillés qui ne passent pas par ce filtre d'approbation par les gouvernements et qui reflètent d'une autre manière l'état des lieux scientifiques. Alors, un travail qui a été fait d'abord sur la mise à disposition de l'information, notamment sur la partie changement climatique, donc observation, projection, un atlas interactif qui permet de naviguer dans des synthèses régionales sur les trentaines de facteurs climatiques générateurs d'impact, ce qui est observé, ce qui est projeté dans chaque région, de naviguer dans l'information climatique en fonction de l'horizon temporel, du scénario, du niveau de réchauffement planétaire, avec une approche de données ouvertes. Et puis pour les 3 rapports, des fiches de synthèse par région, 2 pages, très faciles à lire, par secteur d'activité, chercher l'information pertinente. Également, donc, le dernier effort qui a été rendu public, ce sont des infographies par secteur du groupe 3 du GIEC, qui est extrêmement clair, 2 pages clairement illustrées. Tout un travail qui a été fait pour articuler entre ces différents groupes de travail les informations et l'évaluation avec un glossaire commun, donc des définitions précises des termes employés, comme dimension d'intégration, donc les scénarios socio-économiques futurs, leurs implications sur l'usage des terres, les émissions de polluants, composés à courte durée de vie, gaz à effet de serre, leurs implications sur les niveaux de réchauffement, mais aussi sur les vulnérabilités et l'exposition, donc qui permet d'avoir une approche intégrée d'évaluation de risque. Et puis le cumul des émissions de CO2, le facteur dominant du réchauffement à ce jour et futur, comme également une de ces dimensions d'intégration, avec des encadrés transverses entre ces 3 groupes de travail, notamment sur l'attribution, c'est-à-dire la part de l'influence humaine sur les caractéristiques climatiques, et ensuite la part du changement climatique dû à l'influence humaine qui provoque des impacts pour les écosystèmes ou différentes facettes de nos sociétés. D'autres aspects sur la bioéconomie, les villes, l'économie, notamment le coût social du carbone et les coûts économiques des impacts du changement climatique. Et enfin, sur un aspect de géo-ingénierie, modification du rayonnement solaire, une approche également transverse aux différents groupes de travail. Un travail également sur la communication des résultats dans le cadre du GIEC, donc avec pour la partie physique du climat un résumé pour tous, accessible à partir d'un niveau lycée, en fait exprimé en langage clair, déjà disponible en plusieurs langues sur notre site internet, avec des petits personnages de chats très populaires. Un résumé pour les actuaires, donc autour de l'évaluation de risques spécifiques. Pour la partie groupe 2 du GIEC, un résumé spécifique climat et santé et des fiches de synthèse pour l'Afrique. Et enfin, un résumé pour décideurs urbains qui va sortir les informations pertinentes à l'échelle des villes, des 3 groupes de travail du GIEC. Il y a beaucoup d'autres adaptations dans différents contextes,
notamment par l'Office pour l'éducation au climat, pour produire des ressources ancrées sur les rapports du GIEC pour l'enseignement. Alors je passe brièvement sur les principaux messages de ce 6e cycle du GIEC. Donc je démarre avec ces changements climatiques qui sont rapides, inédits et dus à l'influence humaine, illustrés ici pour le niveau de réchauffement à la surface de la Terre, donc, qui atteint 1,1 degré, qui est une rupture sur plus de 2000 ans. On est en train de sortir de la plage de la variabilité de température de la période interglaciaire actuelle. Notre meilleure estimation, avec 2 méthodes convergentes, la compréhension du bilan d'énergie de la Terre, chaque facteur qui l'affecte et la réponse du climat, et des travaux de modélisation du climat qui convergent et qui montrent sans équivoque que notre meilleure estimation est que l'intégralité du réchauffement à ce jour est la conséquence des activités humaines, l'effet réchauffant des gaz à effet de serre dominé par le dioxyde de carbone, mais aussi le méthane, et enfin en partie contrebalancé par l'effet refroidissant des particules de pollution. Et ces 2 facteurs ont été à la hausse en termes d'effets réchauffants sur la dernière décennie. Donc pour résumer sur l'ensemble des 3 rapports, une action pour le climat qui monte en puissance, des cadres de loi, des cadres réglementaires, des politiques publiques qui fonctionnent et qui aujourd'hui ont permis d'éviter d'émettre environ 6 milliards de tonnes de CO2 équivalent chaque année. Néanmoins, malgré cette action pour le climat qui monte en puissance, des émissions records de gaz à effet de serre et qui sont inégalement réparties, donc avec des responsabilités contrastées sur les émissions historiques, actuelles selon les régions, selon les individus, avec une capacité plus forte à réduire les émissions pour les personnes, pour les pays bien sûr où elles sont les plus élevées. Des changements rapides, généralisés dans tous les rouages de la machine climatique, dans toutes les régions et qui s'intensifient, l'effet sans équivoque de l'influence humaine sur le climat, qui reste encore mal comprise dans l'ensemble de la population, le fait que chaque région du monde est affectée par des tendances, des modifications des caractéristiques saisonnières, mais aussi une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, des pluies extrêmes, des sécheresses, une augmentation de la proportion des cyclones tropicaux les plus intenses qui est observée. Et du fait de ces caractéristiques qui changent, au-dessus des continents, dans l'atmosphère, dans les zones enneigées et glacées, dans l'océan en surface et en profondeur, malgré les efforts d'adaptation, des impacts généralisés et graves, la moitié des espèces étudiées qui se déplacent, des dégradations d'écosystèmes, des mortalités de masse, notamment pour certaines forêts ou certaines espèces marines, et des conséquences qui affectent la vie de milliards de personnes, avec environ 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes hautement vulnérables par rapport aux caractéristiques climatiques. L'adaptation monte en puissance, mais les réponses d'adaptation, elles sont inégales, souvent manquant pour les plus vulnérables, souvent incrémentielles, c'est-à-dire après avoir été affectés par un événement et pas par anticipation ou en se transformant pour être plus résilient, et avec parfois une maladaptation, donc on va agir pour l'intérêt de certains, mais parfois au détriment d'autres ou au détriment des écosystèmes. Et enfin, des impacts et des risques de plus en plus complexes et difficiles à gérer, qui vont affecter par exemple la sécurité en eau ou la sécurité alimentaire, pour certains irréversibles, notamment par les premières pertes d'espèces dues à l'effet du changement climatique, ou pour la montée du niveau de la mer qui est déjà en fait ancrée à l'échelle de siècles. Et ces impacts et ces risques graves s'intensifient pour chaque fraction, pour chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Alors si on se tourne vers les évolutions futures possibles, le premier facteur à noter, c'est qu'on confirme une relation étroite entre le cumul des émissions de CO2 passées, présentes et futures et le niveau de réchauffement à venir. Donc, tant que les émissions mondiales de CO2 dues aux activités humaines ne seront pas à zéro net, et tant qu'on n'aura pas limité l'effet net des autres facteurs, notamment l'effet des particules de pollution refroidissant et des autres gaz à effet de serre, le climat continuera à dériver. Donc, vous avez 5 scénarios illustratifs en bas, la réponse du climat au-dessus. Donc, encore une fois, dans les prochaines décennies, se préparer aux conséquences dans chaque région d'un réchauffement qui va se poursuivre, qui va atteindre en moyenne sur 20 ans 1,5 degré dans les prochains 20 ans. Sur les politiques publiques actuelles,
le fait de dépasser 2 degrés à horizon 2050, mais la possibilité de l'éviter si on baisse fortement et rapidement les émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas exclure 3 degrés de réchauffement en fin de siècle, voire davantage comme une éventualité moins plausible si la réponse du climat est dans la plage haute, s'il y a un recours croissant notamment au charbon, ou si en fait la perte d'efficacité des puits de carbone qu'on attend avec le réchauffement est dans la plage la plus haute possible. La montée du niveau de la mer, elle est inéluctable, il est critique de s'y préparer et la courbe en pointillé illustre une éventualité dont la probabilité d'occurrence est mal connue, associée à une incertitude profonde. Si on a un déclenchement d'instabilité d'écoulement, par exemple, des glaces de l'Antarctique, c'est un des aspects qu'on reflète plus clairement dans ce rapport, donc la prise en compte de ces éventualités, pas seulement les projections médianes, mais les événements dont la probabilité d'occurrence est faible ou inconnue, mais les impacts seraient considérables. Et donc pour l'Europe, comme pour toutes les régions du monde, comme pour les écosystèmes, la gravité des risques liés au climat s'intensifie pour chaque incrément de plus. En Europe, notamment du fait des extrêmes chauds, leur effet pour la santé, pour les écosystèmes, les risques de pénurie d'eau, les effets stress thermique, stress hydrique sur les rendements agricoles et un ensemble de risques composites pour les inondations. Je vous laisse réfléchir à l'année 2022 dans ce contexte et elle est emblématique de conséquences qui s'aggravent et qui s'aggraveront à mesure du niveau de réchauffement planétaire, avec une possibilité de réduire les risques par des actions transformatrices d'adaptation qui demandent d'être déployées rapidement pour en tirer leur bénéfice maximum. Donc, à retenir, sans baisse immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre, limiter le réchauffement à un niveau bas sera rapidement hors de portée. La marge de manœuvre est étroite. Chaque incrément de réchauffement intensifie les risques. Des éventualités à faible probabilité d'occurrence, mais forts impacts associés à des points de bascule notamment, ne peuvent être exclus. Leur possibilité augmente avec le niveau de réchauffement. Les puits naturels de carbone perdent en efficacité avec l'augmentation du réchauffement. Un océan plus chaud rentre moins de carbone. Des forêts stressées, affectées par des sécheresses et des incendies ont une capacité à stocker du carbone qui se réduit. De même, certaines options d'adaptation, y compris celles qui s'appuient sur la nature et les écosystèmes, perdent en efficacité avec l'augmentation du réchauffement. Donc, l'adaptation, elle est indispensable, mais elle ne suffit pas en fait à éviter les risques et elle présente des limites dures, par exemple sur les ressources en eau, mais aussi des limites par rapport aux ressources disponibles et aux capacités d'adaptation des écosystèmes. Donc, limiter le réchauffement, ça demande de réduire les émissions mondiales de CO2 au moins à net zéro et fortement réduire les émissions de méthane qui permettraient de limiter le pic de réchauffement relativement rapidement et contrebalancer la perte de l'effet de masse des particules de pollution émises en même temps que le CO2. Enfin, l'éventualité d'un dépassement puis retour, par exemple au-delà d'un niveau de réchauffement d'1,5 degré, pose des questions de faisabilité, notamment parce que ce n'est possible qu'avec un déploiement supplémentaire de méthodes qui permettent d'éliminer le dioxyde de carbone et le stocker de manière durable. Si elles s'appuient sur l'utilisation des terres, énergie de la biomasse avec captage et stockage ou afforestation, cela augmente des risques indirects sur la pression sur les terres, notamment pour la sécurité alimentaire et la préservation des écosystèmes. Et dernier volet, comment accélérer l'action ? Donc, les politiques publiques actuellement mises en place, elles impliquent une hausse graduelle des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Les engagements avant la COP26, réactualisés assez proches de cela cette année au moment de la COP27, elles pourraient permettre, si elles sont entièrement déployées, d'avoir un début de baisse des émissions de gaz à effet de serre cette décennie. Mais vous voyez le décalage avec les trajectoires qui permettrait de limiter le réchauffement largement sous 2 degrés, une baisse d'un quart, ou proche d'1,5 degré, une baisse quasiment de moitié sur cette décennie. Les options d'action qui permettraient de construire une baisse quasiment de moitié d'ici à 2030 existent. Elles sont disponibles dans tous les secteurs d'activité. Elles ne pourront se réaliser que par la mise en place de transitions vues à l'échelle de tous les systèmes. Donc la production d'énergie, chaleur, chauffage, et pour l'industrie, une approche intégrée pour les écosystèmes, le système alimentaire et la gestion de l'eau,
une intégration des enjeux d'adaptation, d'atténuation pour les villes et les infrastructures, une approche également mettant également l'accent sur l'économie circulaire et l'efficacité dans l'industrie et pour la gestion des déchets, et enfin une évolution des choix de société qui mettent notamment le fait de privilégier le fait d'éviter des demandes en énergie, en matériaux, en eau et en terre, donc une approche, on va dire, de sobriété structurante au cœur des choix de société. Donc cet aspect-là, on en entend beaucoup plus parler sous l'angle de la sobriété ponctuelle, mais intégrer cela de manière plus structurante a un potentiel extrêmement important pour parvenir à limiter les émissions de gaz à effet de serre à venir, tout en agissant sur les vulnérabilités, l'exposition, de sorte à avoir intégré des stratégies d'adaptation qui permettent de limiter les risques de manière structurante. Et donc, comment accélérer l'action dans les années à venir ? Les rapports du GIEC soulignent qu'une telle accélération est critique pour un développement soutenable, avec des menaces croissantes pour le bien-être humain et la santé planétaire. Les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement à un niveau bas, elles impliquent une baisse immédiate et massive des émissions de gaz à effet de serre. Et ils soulignent les écarts entre ces trajectoires, les contributions déterminées nationalement, et entre ces promesses et la réalité de leur mise en œuvre dans de nombreux pays. Donc, une urgence à agir et en même temps une capacité à agir. Des options disponibles dans chaque secteur et en agissant sur la demande qui peuvent permettre de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le monde d'ici à 2030. On a une vision beaucoup plus claire des multiples bénéfices d'un renforcement de l'adaptation, avec également pour l'atténuation des co-bénéfices possibles à court terme, qualité de l'air notamment, et à long terme, y compris d'un point de vue macroéconomique, à condition d'intégrer la justice sociale au cœur des choix qui sont faits. Donc c'est vraiment cette notion de transition juste qui est fortement soulignée. Un certain nombre de points de vigilance ressortent en évaluant les conditions de faisabilité, mais aussi les co-bénéfices et les effets indésirables de chaque mesure par rapport aux autres dimensions de la soutenabilité, notamment des points de vigilance sur la pression sur les terres, les enjeux sécurité alimentaire et biodiversité, et enfin les enjeux de protection sociale qui font partie aussi bien des leviers d'action en termes d'adaptation que quelque chose qui peut être mis au cœur de l'action en termes d'atténuation. Et enfin, bien sûr, pour terminer, pour améliorer les chances de succès, les rapports du GIEC soulignent le besoin fort d'engagement politique, de cadre institutionnel, d'une gouvernance inclusive, le besoin de monter en puissance sur les financements climat, qui sont encore aujourd'hui davantage centrés sur l'atténuation que l'adaptation, et pour l'adaptation qui manque notamment dans les régions les plus vulnérables, et enfin le renforcement des systèmes d'innovation technologique pour réduire les émissions et pour l'adaptation. Et pour terminer, et je pense que c'est dans l'esprit de cette journée, les enjeux de coopération. Voilà, donc j'ai essayé de relever ce défi d'un tour d'horizon très rapide, et j'espère que pour ceux qui n'ont pas encore parcouru ces rapports du GIEC, ça vous donnera envie de plonger dedans, et ainsi de valoriser tout ce travail énorme de la communauté scientifique pour fournir cette évaluation de manière rigoureuse et de manière accessible. Merci beaucoup Valérie, on peut applaudir Valérie. Merci beaucoup, c'est pas évident du tout en 20 minutes de rassembler comme ça tout l'état des connaissances. Merci pour ce panorama. Alors, on a quelques minutes pour des petites questions. Donc je vous rappelle, vous avez scanné un code, il y a des questions, elles m'arrivent là et je les pose à mes invités, à mon invité. Question de Michel Pascal qui est sans doute dans la salle. Ne faut-il pas prévoir quel sera le monde avec 2,7 degrés, entre parenthèses, la somme des engagements de l'accord de Paris? En fait, il y a cette ambiguïté. Et dans la réflexion, par exemple, du résumé pour les décideurs urbains, c'est traduit en disant qu'il faut avoir des stratégies d'atténuation qui ciblent 1,5 degré pour engager les transformations structurelles maintenant. Et dans les stratégies d'adaptation, selon l'échelle de temps des secteurs concernés, eh bien, se préparer à atteindre 2 degrés autour de 2050, voire davantage en fin de siècle, avec une marge de précaution importante, notamment pour les infrastructures critiques, compte tenu de l'incertitude sur la mise en œuvre des engagements et sur la réponse du climat, qui est toujours présente. Donc ça augmente en fait les défis sur la manière d'articuler ces différentes dimensions. Une autre question, dans le « Où sommes-nous » n'y a-t-il pas aussi la recrudescence de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes? Oui, bien sûr. Donc c'est un des points où il y a eu des avancées considérables.
dans le fait de pouvoir conduire une attribution, pas uniquement sur l'accumulation d'énergie dans le système climatique, mais également sur des événements spécifiques, donc arriver à discerner en quoi ils ont été rendus plus probables ou non, plus intenses ou non. Et le constat est vraiment très clair sur les vagues de chaleur sur Terre, les canicules marines. Il est également très clair dans de nombreuses régions sur l'intensification des pluies extrêmes, qui augmente dont les intensités augmentent d'à peu près de 7% par degré de réchauffement, et également sur l'intensification des sécheresses au sens des sécheresses agricoles, notamment dans les régions de climat méditerranéen, en Europe de l'Ouest, du côté de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique du Sud, du fait d'une atmosphère plus chaude qui augmente l'évaporation, la transpiration, donc qui vide plus rapidement les sols de leur humidité, en plus d'une tendance à la diminution des pluies dans les régions, on va dire, de climat méditerranéen. Donc oui, en fait, l'influence humaine sur le climat rend un certain nombre d'événements extrêmes plus fréquents, plus probables, plus intenses, et c'est un des vecteurs par lequel le changement climatique dû à l'influence humaine entraîne des impacts majeurs, à la fois pour les écosystèmes, mais également pour les sociétés humaines, avec également une augmentation des événements composites, par exemple les conditions à la fois chaudes, sèches, venteuses, propices aux incendies, mais également des événements composites d'inondations, donc avec un niveau des mers qui monte, une augmentation des records de niveau marin, donc lors des marées hautes ou des tempêtes, combinée à une augmentation des pluies intenses qui pose des difficultés nouvelles sur la protection du littoral, protection contre l'intrusion d'eau de mer et protection pour assurer l'écoulement des eaux pluviales. Je vous lance un sacré défi, essayer de répondre à la question suivante en 1 minute. Serait-il possible d'avoir une précision sur la notion de choix de société ? En 1 minute, donc. Oui, alors en fait, cela reflète par exemple, dans ce que j'utilisais comme terme à titre personnel, le fait d'anticiper sur des mécanismes, par exemple, de systèmes d'alerte précoce pour l'adaptation, des systèmes d'assurance, des filets de protection sociale. Cela fait partie de choix de société qui jouent un rôle extrêmement important sur le volet, on va dire, social, gestion de risque, rebond après les situations de risque, de ce côté-là. En termes d'atténuation, on peut aussi le voir autrement, c'est-à-dire par rapport à nos modes de vie, il y a des choses qu'on va arrêter, il y a des choses qu'on va transformer, par exemple d'autres formes de consommation alimentaire, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, d'autres formes de mobilité. Et puis il y a des choses qu'on va améliorer, par exemple la performance énergétique d'un logement, c'est ce qu'on peut améliorer. Et donc, quand on parle de choix de société, ça veut dire mettre en place des politiques publiques qui vont rendre l'adoption de styles de vie sobres en carbone abordable, accessible à tous, en appuyant en fait ce qu'on arrête, ce qu'on transforme et ce qu'on améliore. Et un exemple typique, c'est par exemple, pour pouvoir vous déplacer par exemple à vélo, c'est pas vous du jour au lendemain qui allez vous déplacer à vélo pour emmener vos enfants à l'école s'il n'y a pas une infrastructure sécurisée qui vous permet de le faire. Donc c'est pas un choix individuel, c'est un choix de société de le rendre accessible par les infrastructures adaptées. Merci beaucoup Valérie. On peut applaudir Valérie Masson-Delmotte. Merci. Les questions, il y en a encore plein d'autres, mais malheureusement, nous n'avons pas le temps.